Le lustre de cristal de Bohême, suspendu au-dessus de la table ovale en acajou, renvoyait des éclats froids sur les visages tendus. L'appartement familial, un penthouse dominant Central Park, était habituellement un lieu de célébration ostentatoire. Ce soir de Thanksgiving, cependant, l'air était épais, chargé non pas de gratitude, mais de la pression silencieuse qui précède une exécution. 20 personnes étaient réunies, principalement des membres du conseil d'administration d'Aiglon Finance et la famille élargie. Mais tous les regards convergeaient vers la place vide de mon père et vers ma mère, assise à la tête, sa figure austère dissimulant mal l'anxiété. J. était là Élise, 48 ans, l'héritière légitime en termes de compétences et d'ancienneté, mais invisible aux yeux de la cour d'admirateurs que David, mon frère, avait méthodiquement construit autour de lui. Pendant des années, j'avais senti le mépris. Une brume glacée qui était installée entre David et moi, épaississant chaque fois que je proposais une stratégie, chaque fois que je réussissais. David, avec son sourire prédateur de 45 ans, avait une capacité innée à transformer mes succès en coïncidences et mes erreurs mineures en preuves d'incompétence chronique. Ce N était pas une rivalité fraternelle ordinaire, était une guerre menée en silence dans les couloirs feutrés d'Aiglon Finance. J'avais accumulé la douleur de ces humiliations privées, ces regards obliques qui disaient « Elle n'est qu'une femme, trop émotionnelle pour la finance », alors que David se pavanait comme le seul sauveur possible de l'empire familial. La souffrance silencieuse était devenue mon armure, rigide et lourde, m'empêchant de respirer pleinement depuis des années. Le dîner touchait à sa fin. Les restes de dinde, les canneberges et la farce trônaient sur les assiettes d'argent. Mais personne n'avait plus faim. Maman frappa légèrement son verre de cristal avec sa bague massive en saphir. Le bruit métallique résonna, annonçant l'instant redouté. Elle se leva, sa posture droite et inflexible, et commença le rituel du toast, transformant un moment de convivialité américaine en un conseil de guerre, la lumière du lustre se reflétant dans ses yeux d'acier. Chers amis, chers membres de la famille. Commença maman, sa voix étonnamment stable. Nous savons tous pourquoi ce repas est différent. Après le départ de votre père, la question de la succession à la tête d'Aiglon Finance ne peut plus être reportée. Mon cœur battait la chamade, cognant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'avais travaillé toute ma vie pour cette entreprise, j'avais sauvé Aiglon d'une crise majeure, en 2017, une période où David était étrangement absent, prétendant mener des négociations à Londres. J'y étais prête. J'y étais qualifiée. Mais la tradition et le favoritisme, souvent, l'emportent sur la méritocratie dans cette famille obsédée par l'apparence. David se leva à son tour, un verre de Bordeaux à la main, sa chemise blanche parfaitement ajustée. Il attendit que le silence soit complet, savourant l'attention. Son regard, un instant fugace, croisa le mien, et j'y lus non pas de la pitié, mais une satisfaction froide, presque clinique. Il était si certain de sa victoire. Je voudrais lever mon verre à notre mère, et à la mémoire de notre père, dit David, sa voix amplifiée par une assurance polie. Et je voudrais aussi parler de l'avenir. Un avenir qui exige une main ferme, une vision claire, et surtout, une honnêteté sans faille dans la gestion de nos actifs. Il fit une pause dramatique, balayant la pièce du regard, s'assurant que chaque membre du conseil, chaque actionnaire silencieux, était suspendu à ses lèvres. Il était en train de préparer l'attaque, je le savais. Je sentais la bile monter dans ma gorge, mais je me forçais à rester assise, à arborer ce masque de dignité que j'avais perfectionné au fil des ans de mépris silencieux et d'injustice accumulée. Il devait me voir stoïque, même si l'intérieur de moi se décomposait. Puis, il tourna son corps légèrement, me pointant presque sans me toucher. Et là, devant cette assemblée qui représentait l'intégralité de mon monde professionnel et personnel, il m'a humilié. Il y a eu des débats récents concernant la gestion des fonds de retraite au sein de notre division européenne, déclara David, sa voix devenant plus grave et résonnante. Des rapports incomplets et, permettez-moi d'être direct, des chiffres manipulés ont été présentés au conseil. Ma sœur Élise était en charge de ce dossier. L'air échappa de mes poumons. Manipulés? Les chiffres étaient exacts, mais ils montraient un investissement risqué que David avait forcé pour gonfler artificiellement les résultats trimestriels, mettant l'entreprise en danger pour son propre bénéfice. J'avais dénoncé le risque, mais il avait enterré mon rapport, me faisant porter le chapeau. Je suis obligé de le dire aujourd'hui, car l'intégrité d'Aiglon est en jeu, continua David, utilisant ma propre probité contre moi, se drapant dans une fausse vertu. Lorsque j'ai interrogé Élise sur ses incohérences la semaine dernière, elle a nié toute responsabilité, et a même tenté de rejeter la faute sur les auditeurs externes. Il haussa les épaules avec une mine de profonde déception. Je regrette de le dire devant vous tous, mais elle m'a menti. Elle a menti à la compagnie. Elle a menti à notre mère. Mon sang se glaça. Me traitant de menteuse, il ne m'accusait pas seulement d'une erreur de gestion. Il s'attaquait à la fondation même de ma réputation, la seule chose que je possédais vraiment dans ce monde de requins. Le silence autour de la table était assourdissant, rompu seulement par le léger tintement de maman remuant son thé. Je sentais les yeux brûlants de mes cousins et des administrateurs me percer, leur jugement gravé dans leurs expressions sévères. L'humiliation était totale, publique, orchestrée, planifiée pour coïncider avec ce repas familial fort,
symbolisant ma chute. J'ouvris la bouche pour protester, pour cracher la vérité sur sa manipulation, mais David fut plus rapide, appuyant là où la douleur était la plus vive, ne me laissant aucune échappatoire. Pour préserver Aiglon Finance, nous avons besoin d'une direction qui inspire confiance et qui soit exempte de ce genre de dissimulation. Nous avons besoin de quelqu'un qui assume la responsabilité totale et qui ne se cache pas derrière des fables pour couvrir ses erreurs. David se redressa, l'incarnation de la vertu restaurée. C'est pourquoi, maman, je suis prêt à prendre les rênes immédiatement. Je suis le seul à pouvoir redresser la situation et garantir la pérennité de notre héritage. Maman posa sa tasse, son regard enfin fixé sur moi, sans chaleur, sans soutien. Les années de rivalité, la façon dont David l'avait cajolé et moi non, avaient finalement porté leurs fruits. Elle avait choisi son camp, et ce haine n'était pas celui de la vérité. La matriarche avait parlé, et son jugement était sans appel. David a raison, dit maman, et ces 3 mots tranchèrent l'air comme une lame de guillotine. L'entreprise ne peut pas se permettre l'incertitude. Élise, je suis déçue. Tes efforts sont appréciés, mais nous avons besoin de stabilité et d'une transparence absolue. J'ai senti une vague de vertige, une nausée physique face à cette trahison publique, alimentée par des mensonges qu'il avait lui-même créés. La salle, déjà tendue, semblait se rétrécir. Mon corps entier tremblait, mais étrangement mes mains posées sur mes genoux restaient immobiles, froides et fermes. David me regardait avec une petite étincelle de triomphe dans ses yeux gris, convaincu d'avoir achevé sa mission. Il m'a humilié, et la famille venait d'entériner son jugement, scellant mon sort. La serveuse, silencieuse et parfaitement discrète, entra dans la salle à manger, portant un plateau en argent. Sur ce plateau reposait une épaisse liasse de documents, scellés par le cachet d'Aiglon Finance, et un stylo Montblanc lourd. Les documents de passation de pouvoir. La signature de maman était déjà apposée. Il ne restait plus que celle de David pour officialiser son règne, pour transformer mes 48 années de loyauté en un simple point de bascule vers l'oubli. David s'assit, le papier glissant sur la nappe immaculée devant lui. Il prit le stylo avec une lenteur exaspérante, comme s'il exécutait un rituel sacré. Chaque mouvement était calculé pour maximiser ma souffrance, pour m'assurer que je comprenne bien que ce jour-là, tout avait changé, et pas en ma faveur. Pourtant, alors que la pointe du stylo s'approchait du papier, une calme, une résolution glaciale, s'installa en moi. Les années de douleur invisible cessent, étaient cristallisées en une seule et unique force. Il pensait que J était vaincu, que J était vide, mais il se trompait. Le temps de la soumission était terminé. Pendant toutes ces années de mépris, d'attaques sournoises et de calomnies, j'avais gardé en secret une preuve, une vérité dissimulée, patiemment conservée dans le coffre-fort numérique de mon âme, attendant son heure. Je me souvins de la nuit pluvieuse, il y a 3 ans. David, ivre et arrogant après avoir réussi à masquer temporairement ses malversations, avait eu la sottise de s'ouvrir à moi dans mon bureau, juste après que j'ai découvert le trou dans les comptes de la filiale de Dallas. Il se moquait de moi, pensant que J était impuissante et trop honnête pour le dénoncer. Tu sais, Élise, tu es trop bête. C'est, était tellement facile. Son rire gras résonnait, un son écœurant. J'ai juste détourné les fonds pendant les vacances de Pâques. Qui vérifie les comptes en avril? 15 millions, ma chère sœur. 15 millions, et personne ne verra jamais rien. Ça payera ma villa aux Bahamas, et toi, tu resteras à faire tes petits rapports ennuyeux. À l'époque, cette confession m'avait anéanti. Mais j'avais eu le réflexe d'allumer discrètement l'enregistreur vidéo de mon téléphone posé sur le coin du bureau. Sous une pile de dossiers, j'avais capturé chaque mot, chaque geste, l'aveu brut de son détournement de fonds. La preuve secrète était là. J'avais gardé cette vidéo en secret, non pas par peur, mais par stratégie. Je savais que le révéler immédiatement aurait été contre-productif. David aurait pu minimiser l'impact, ou même s'enfuir. J'avais besoin de l'attraper au moment le plus critique, là où il se sentirait le plus invincible, là où sa chute serait la plus retentissante et publique. Et ce moment était maintenant, alors qu'il s'apprêtait à signer l'acte de ma destruction. David approcha la pointe du Mont Blanc de la ligne pointillée, son visage rayonnant de l'anticipation du pouvoir absolu. Je sentis l'aile, énergie remonter dans mes jambes, m'obligeant à me lever. Mes mouvements étaient lents, délibérés, sans précipitation, mais chaque fibre de mon être criait justice. Le bruit d'une chaise frottant le parquet attira tous les regards vers moi. David, agacé par cette interruption de son triomphe, leva les yeux, un éclair d'impatience le traversant. « Élise, assieds-toi, c'est fini » murmura-t-il, un ordre déguisé en conseil, impatient de finir ce simulacre de passation. Je ne répondis pas à David. Je posai simplement mon sac à main sur la table, l'ouvris calmement, et en sortis ma tablette. Les doigts de David étaient figés, à 1 millimètre de la signature qui allait me condamner à la marginalité. Maman, sentant l'anomalie, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais, Élise ? Ne crée pas de scène. » Créer une scène ? Ils avaient créé le théâtre de mon humiliation. Maintenant je devais simplement changer la pièce. « Je ne crée pas de scène, maman, dis-je, ma voix basse mais étrangement claire.
traversant la pièce. Je fournis simplement la transparence que David exige, une preuve irréfutable de la véritable gestion d'Aiglon Finance. Je tapotais l'écran de ma tablette. Elle était reliée, en secret, au projecteur de présentation que l'UL, équipe de David, avait installé plus tôt pour ses graphiques de croissance falsifiés. La salle était plongée dans une pénombre chaude, parfaite pour une projection. Je savais exactement où se trouvait le fichier. J'avais attendu 3 ans. J'avais supporté le mépris, les calomnies, l'injustice. J'avais été traitée de menteuse pour masquer la vérité. J'ai révélé la vérité. Était l'heure. J'ai projeté la vidéo, écran de projection, qui n'affichait auparavant qu'une élégante tapisserie beige, éclaira d'une lumière crue, révélant mon ancien bureau, sombre, et au centre de l'image, le visage de David, arrogant et hilar, le David d'il y a 3 ans, le David sans filtre. Le son, initialement faible, se stabilisa et remplit l'espace. Le murmure de la salle, déjà faible, éteignit. Le silence était total, écrasant. Il venait d'entendre sa propre voix avouer. 15 millions, et personne ne verra jamais rien. Il venait d'entendre sa propre voix avouer. 15 millions, et personne ne verra jamais rien. Le son, capturé par un microphone de téléphone de qualité moyenne, était granuleux, un peu métallique, mais il était indéniablement celui de David, reconnaissable à son timbre guttural et à cette intonation particulière qu'il prenait lorsqu'il se croyait intouchable. La confession, brutale et sans ambiguïté, se déroulait devant 20 témoins clés, dans la salle à manger la plus exclusive de New York, sous l'aile, éclat froid du lustre de Bohême. Le silence, d'abord écrasant, se fissura. David laissa échapper un son étranglé, un mélange de surprise horrifiée et de rage naissante. Le stylo Montblanc qu'il tenait tomba de sa main desserrée, rebondissant avec un petit bruit sec sur la table en acajou, puis roulant sur la nappe immaculée. Était le bruit final, symbolique, de son pouvoir qui échappait. Sur l'écran, le David d'il y a 3 ans riait. Un rire gras, complaisant, qui résonnait dans le penthouse avec une obscénité dérangeante. Le son se coupa un instant puis la voix repassa. J'ai juste détourné les fonds pendant les vacances de Pâques. Qui vérifie les comptes en avril? 15 millions, ma chère sœur. 15 millions. Le sans-ception des Daka. Mon regard resta fixé sur David, le David réel, figé devant moi. Son visage, si parfaitement lisse et confiant il y a quelques minutes, se décomposait maintenant. La pâleur étendit de son cou jusqu'à son front, mouillant la racine de ses cheveux blonds, et ses yeux gris, toujours vifs et calculateurs, étaient maintenant embués d'une panique primitive. Il était pris. Complètement et totalement pris. La satisfaction que je ressentis, était pas joyeuse. Elle était profonde, froide, et d'une justesse mathématique. Était le paiement intégral de 48 années de marginalisation et de l'humiliation de ce soir. Autour de la table, le mouvement des corps était presque imperceptible. Mais il était là. Les administrateurs, ces figures de pierre qui avaient hoché la tête à chaque affirmation fallacieuse de David, se redressaient. Les regards naviguant entre l'écran, et le visage trahi de maman. Le parfum des chrysanthèmes et le reste, l'odeur riche du rôti de dinde, semblait soudain lourd, presque toxique, dans cette atmosphère viciée par la corruption révélée. Maman? Ma mère? Elle était l'incarnation de l'immobilité. Elle était assise à l'exacte place où elle avait prononcé ma sentence de mort professionnelle quelques minutes auparavant. Sa main, celle ornée du saphir massif, était posée près de sa tasse de thé, mais elle tremblait légèrement. Elle ne me regardait pas. Elle regardait l'écran, fixant le David enregistré qui venait de jeter l'opprobre sur leur nom, sur l'héritage qu'elle avait passé sa vie à protéger. Elle avait choisi l'apparence et le favoritisme sur la compétence et la vérité. Et la vérité venait de lui exploser au visage en haute définition. Ses yeux d'acier, habituellement si imperméables, reflétaient maintenant une douleur aigre, la réalisation brutale d'avoir été dupé par son fils préféré. La vidéo continuait, montrant David se penchant en avant, un geste d'ivresse et de fausse intimité. Et toi, tu resteras à faire tes petits rapports ennuyeux. Sa voix était pleine de mépris. Une insulte lancée directement à Lise d'il y a 3 ans, et par extension, à la femme qui était maintenant en train de démanteler son existence. Éteins cette chose! La voix de David, maintenant, était un rugissement rauque, brisé par la panique. Il se leva si brusquement que sa chaise recula et heurta le mur lambrissé. C'est un montage! C'est faux! Elle a falsifié cette preuve! Il tentait désespérément de reprendre le contrôle du récit, de m'accuser de la même manipulation dont il venait d'être publiquement convaincu. Mais l'enregistrement, si clair, si contextuel, ne laissait aucune place au doute. Sa propre arrogance était son témoin le plus fiable. Je restais calme, la tranquillité absolue d'une personne qui a touché le fond et qui n'a plus rien à perdre. Mon armure de souffrance silencieuse était transformée en une carapace d'acier. Je ne cillerai pas. Un montage, David? J'utilisais son nom avec une froideur que je ne m'étais jamais permise auparavant. Le son correspond parfaitement à l'heure,
à la date et aux données des serveurs d'Aiglon Finance que vous avez tenté de purger quelques jours plus tard. Nous avons les journaux d'accès, David. Vous avez détruit le fichier de la filiale de Dallas, mais vous avez oublié de nettoyer les métadonnées. Je ne lui donnais aucune échappatoire technique. J'avais passé 3 ans à étudier toutes les failles de son plan, à anticiper son déni. David fit un pas vers moi, ses mains s'agrippant au bord de la table. Tu n'avais pas le droit. Tu n'es qu'une. David ici gris. Il cherchait un mot, mais aucun N était assez puissant pour exprimer la haine et l'horreur qu'il ressentait. Une menteuse? Je terminai sa phrase pour lui, avec un léger hochement de tête. C'est ce que vous m'avez appelé ce soir, devant toute notre famille et le conseil. Vous m'avez accusé de dissimulation, David, alors que vous utilisiez ma propre intégrité pour couvrir un détournement de fonds qui aurait pu ruiner l'entreprise. Je me tournai vers le conseil d'administration, dont les visages étaient devenus des masques de jugement professionnel. Le président du conseil, M. Dubois, un homme d'une 60aine d'années réputé pour sa prudence, ne regardait plus David. Il regardait maman. Maman, dis-je, ma voix s'amplifiant, réclamant l'attention qu'on m'avait refusée toute ma vie. Lorsque David a négocié, à Londres, en 2017, il couvrait la première série de mouvements illégaux. Lorsque j'ai sauvé Aiglon de la crise cette année-là, j'ai découvert les traces de ces mouvements, et c'est là que j'ai obtenu cette preuve. Je levai ma tablette, l'objet simple de ma victoire, et le saphir massif de maman sembla pâle en comparaison de l'âle, éclat de vérité qu'elle dégageait. J'ai attendu, avouai-je à l'Assemblée, une confession de stratégie, non de faiblesse. J'ai attendu le moment où la révélation de cette vérité servirait le mieux les intérêts d'Aiglon Finance, et non une simple vengeance personnelle. J'ai attendu qu'il soit sur le point d'obtenir le pouvoir total pour qu'il ne puisse pas s'enfuir ou minimiser l'impact. Le David enregistré Nîmes, éteignit, et Kenny, écran revint à son fond d'écran beige, mais le silence qu'il laissait derrière lui était 1000 fois plus bruyant que sa confession. David était maintenant à quelques mètres de moi, son souffle sifflant entre ses dents. Tu vas le payer, Élise. Tu es fini. Je ne crois pas, David. C'est vous qui êtes fini. Je repris la parole avant qu'il ne puisse proférer une autre menace, cette fois en m'adressant directement à Dubois. Monsieur Dubois. Cette vidéo ainsi que les journaux de transactions correspondants, les relevés bancaires des îles Caïmans que David a utilisés et un rapport complet d'audit que j'ai fait réaliser en privé sont stockés dans un serveur sécurisé. J'ai donné les clés d'accès à mon avocat il y a 1 heure, avec instruction de les transmettre au procureur du district si je ne lui donnais pas le signal dans les prochaines 20 minutes. Était la botte secrète, l'assurance que même si David tentait une manœuvre désespérée ici et maintenant, la justice le rattraperait. Mon sang-froid était mon meilleur allié. Dubois, le visage grave, sortit ses lunettes de sa poche intérieure. Si cela est vrai, Élise, il s'agit de fraude, et de parjure devant le conseil. Il regarda David avec une expression de accent aigu G-out non dissimulé. C'est vrai, confirmai-je. La tension était si palpable qu'elle semblait presser l'air hors de la pièce. Maman, toujours silencieuse, s'effondra légèrement sur elle-même. Son visage austère se fendit d'une expression de pure humiliation. Elle avait tout misé sur l'homme qui venait de prouver qu'il était un criminel et un menteur, tout en déshonorant la femme qui avait patiemment protégé l'entreprise. David comprit. Il comprit que je n'avais pas seulement révélé sa faute, j'avais organisé ça. Les serviettes de lin étaient impeccables, mais mon cœur battait à un rythme désordonné, tambourinant dans mes tempes. David, drapé dans l'assurance d'un homme qui vient d'obtenir l'absolution de ses propres péchés en les collant sur le dos de sa sœur, se redressa avec une hauteur insupportable. Le notaire, maître Dubois, un homme sec et méticuleux, fit glisser les épais documents de succession et de nomination sur la table polie. L'encre noire du stylo plume, un objet de famille en or massif que notre père utilisait jadis, brillait sous les chandeliers. Était l'instrument qui allait sceller mon destin, me reléguant au rôle de parente pauvre, d'incompétente, de menteuse, tandis que David s'appropriait le trône d'Aiglon Finance. Il s'assit, le sourire large et triomphant. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, pétillaient d'une joie non dissimulée, une joie construite sur mes ruines. Il jeta un coup d'œil, œil rapide vers moi, un regard plein de pitié condescendante qui disait « Regarde-moi gagner, Élise, tu n'as rien pu faire !» Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase des 20 années d'humiliation silencieuse que j'avais endurée, de l'ombre qu'il m'avait imposée depuis l'enfance. La mère, assise à la tête de table, observait la scène avec une neutralité troublante, comme si elle regardait une partie d'échecs dont l'issue était déjà jouée. Maître Dubois pointa la ligne de signature avec son ongle manucuré. « Monsieur David, si vous voulez bien. Ces documents confirment la transmission des pleins pouvoirs exécutifs, conformément à la décision majoritaire du Conseil, et en accord avec les parts de Madame votre mère. » La main de David, curieusement ferme, se tendit vers le stylo. Était le moment, l'instant précis que j'avais attendu, préparé et visualisé 100 fois durant ces nuits blanches où la colère était mon seul réconfort. J'avais attendu qu'il se sente absolument intouchable, que sa victoire soit consommée dans l'esprit de tous les présents. Mon propre corps tremblait légèrement. Non pas de peur,
mais de la puissance contenue d'un barrage sur le point de céder. Alors que David posait la pointe d'or du stylo sur le papier glacé, prête à imprimer l'initiale de son nom, j'ai agi. D'un mouvement presque imperceptible, ma main droite glissa sous la table. J'appuyai sur le bouton minuscule, dissimulé dans la poche de ma robe de soirée, relié à une petite télécommande sans fil. Un bourdonnement léger, à peine audible au début, se fit entendre. Le grand écran de projection, habituellement utilisé pour diffuser des diaporamas de vacances familiales, et qui se trouvait dissimulé derrière un panneau de bois laqué, descendit lentement du plafond. Le bruit du moteur interrompit la solennité de l'instant. Tous les regards se tournèrent vers moi, puis vers l'aile, écran blanc, qui, dans quelques secondes, allait devenir la toile de ma vérité. David lâcha le stylo, qui roula sur le document avec un léger bruit sec. Il se tourna vers moi, le front plissé par l'agacement de cette interruption inopportune. « Élise, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas le moment de t'effacer si. » Il essayait de reprendre le contrôle de la salle, de me minimiser comme il l'avait toujours fait. J'ai ignoré sa voix, qui, naine, était plus qu'un murmure insignifiant à mes oreilles. Mon regard était fixé sur l'aile, écran, où l'image s'alluma soudainement. La lumière crue de la projection inonda la table de Thanksgiving, effaçant la chaleur dorée des bougies. L'image était légèrement granuleuse, prise il y a 3 ans dans son bureau, mais le son était d'une clarté terrifiante. La vidéo que j'ai projetée montrait David, avachi sur son fauteuil en cuir, le visage rougi par une bouteille de whisky à moitié vide. Il parlait à son avocat d'affaires de Loul, époque, sans savoir que j'avais installé une petite caméra dans un faux détecteur de fumée après avoir commencé à soupçonner les irrégularités. Sa voix était traînante, pleine d'une suffisance éméchée, mais les mots étaient précis, irréfutables. Oui, c'est parfait. On lui fait porter le chapeau. Les 15 millions ont été transférés via la structure offshore que nous avons montée. Je lui ai donné accès au compte au moment exact du transfert, juste assez longtemps pour qu'elle soit liée aux transactions. Ces imbéciles ne verront qui, Élise. Elle est trop naïve, de toute façon. Et puis, ça me débarrasse d'elle pour la direction. Elle est bonne, mais je suis meilleure. Le murmure général s'est arrêté net. Était comme si un interrupteur avait été actionné, coupant non seulement l'aile, électricité, mais aussi l'oxygène de la pièce. 15 millions d'euros. Le détournement exact pour lequel il m'avait publiquement accusé d'incompétence et d'insubordination 2 semaines plus tôt, justifiant ainsi, devant le conseil, mon exclusion de la course à la direction. Le choc fut immédiat. Les visages des membres du conseil, ces hommes et femmes d'affaires aguerris, se figèrent dans une expression d'horreur et de trahison absolue. Ils avaient tous voté contre moi, convaincus par la prétendue négligence qu'ils m'avaient si méticuleusement attribuée. La salle est devenue silencieuse. Un silence absolu, lourd, accablant, qui pesait sur ma poitrine et sur le luxe ostentatoire du penthouse. On n'entendait plus que la respiration courte et saccadée des convives et le bourdonnement persistant du projecteur. Était le silence de la vérité enfin frappé au visage de ceux qui avaient choisi de croire au mensonge le plus confortable. J'ai avancé d'un pas, dominant la table, la lumière de la vidéo éclairant mon visage, tandis que celui de David restait dans l'ombre terrifiante de sa propre démascation. Son arrogance venait d'y être remplacée par une panique animale. Il était exposé, nu et coupable. Il tenta de se lever, mais ses jambes le lâchèrent et il s'agrippa à la nappe. C'est un montage, c'est faux, lui parvint-il à articuler, sa voix transformée en un couinement rauque. Je l'ai regardé droit dans les yeux, pour la première fois sans la moindre peur, ni la moindre trace de l'affection fraternelle que j'avais si longtemps cherché à préserver. Non, David, ce n'est pas un montage, ce sont tes propres mots, avouant ton propre crime. J'ai révélé la vérité, ma voix résonnant, amplifiée par écho du silence général. Pendant 3 ans, David a patiemment construit cette accusation contre moi. Il a délibérément créé des failles dans nos systèmes de gestion, pour pouvoir y imputer, au moment opportun, le détournement qu'il avait lui-même orchestré. Il m'a humiliée publiquement, m'a traitée de menteuse et d'incompétente, non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était un voleur et un lâche qui avait besoin d'un bouc émissaire pour s'emparer de l'entreprise. Chaque mot que je prononçais était une brique que j'enlevais du mur de douleur qu'il avait bâti autour de moi. Je sentais mon corps se libérer de la tension accumulée. J'ai gardé cette vidéo en secret. Je l'ai gardée parce que je savais que l'heure de l'humiliation maximale arriverait. J'avais besoin de ce dîner, de cette signature devant tous les piliers d'Aiglon Finance, pour légitimer ta prise de pouvoir et m'enterrer définitivement. Je me suis tournée vers la mère. Son visage, habituellement impassible, était ravagé par une expression de profonde trahison et de chagrin. Elle avait cru son fils, le brillant David, et non sa fille, la silencieuse Élise. Mère, vous m'avez dit de laisser David prendre les rênes, car Gizy était trop émotionnel, écrée, fragile, après le scandale qu'il avait créé. Il n'y a jamais eu de scandale, seulement sa soif pathologique de pouvoir. Maître Dubois, professionnel jusqu'au bout, fut le premier à réagir. Il était penché sur le document de succession, et, d'une main tremblante, il écarta le stylo.
La signature est interrompue, madame. Compte tenu des éléments présentés, et si ceux-ci s'avèrent exacts, nous sommes face à une fraude massive et à une tentative d'usurpation de direction par des moyens criminels. Le visage de David se décomposa. La couleur le quitta entièrement. Il passa du rouge de la rage au gris cendre de la panique la plus pure. Il comprit que les conséquences ne se limitaient plus à une simple dispute familiale. Elles étaient désormais légales, criminelles et publiques. Non, maman, s'il te plaît, dis-leur. C'est ma sœur, elle ment. Hey. Il chercha désespérément un refuge auprès de la matriarche, mais elle était trop choquée pour répondre. La mère se leva, sa chaise raclant le parquet de bois précieux. Son autorité, bien que tardive, était absolue. Elle ne regarda plus David, mais s'adressa directement à Maître Dubois et aux membres du conseil. Appelez la sécurité et contactez immédiatement nos avocats pour les affaires pénales. Mon fils, David sera écarté de toutes ses fonctions et devra répondre de ses actes. Les mots de la mère claquèrent comme des coups de fouet. David Soroen était plus le successeur triomphant. Il était un criminel arrêté à l'instant de sa consécration. Il se laissa tomber lourdement sur sa chaise, son corps secoué par des sanglots de défaite et de rage impuissante. Les conseillers se levèrent, certains marmonnant des excuses pour leur jugement hâtif, d'autres évitant mon regard, gênés par le spectacle. J était là, au centre de la salle, baigné par la lumière de la vérité. Le poids des années de mépris, des dîners silencieux où je devais supporter ses piques et ses insinuations sur mon incapacité, venait de évaporer. J'avais gardé la preuve secrète pendant si longtemps, attendant le moment où il serait le plus haut pour le faire tomber le plus bas. Le silence séni était brisé pour faire place à l'agitation et aux ordres d'arrestation. Mais pour moi, le véritable bruit était celui de ma propre libération. Je n'y étais plus l'ombre de ma famille, ni la prétendue menteuse. J était la gardienne de la vérité et la seule personne compétente pour reprendre le flambeau. J'ai regardé David, qui était maintenant escorté hors de la pièce par les hommes de la sécurité, le visage défait. Il tenta de me cracher sa haine, mais les mots aussi éteignirent dans sa gorge. Ce jour-là, tout a changé. Non seulement la direction d'Aiglon Finance, mais ma place dans le monde. J'ai retrouvé ma valeur et ma voix, prouvant à tous que derrière les apparences de la fragilité se cachait une force capable de renverser l'imposteur. La vengeance était glaciale, mais la justice, elle, était cathartique. J'ai regardé David, qui était maintenant escorté hors de la pièce par les hommes de la sécurité, le visage défait. 2 hommes, massifs dans leur costume anthracite, le tenaient chacun par un bras, des poignées de fer qui l'empêchaient de s'effondrer complètement. Il ne marchait plus, il était traîné, ses pieds glissant sur le tapis perçant. Son corps, naguère si arrogant et droit, était maintenant celui d'une marionnette dont on venait de couper les fils. Le whisky et l'assurance S étaient volatilisés, laissant derrière eux une coquille tremblante. Il tenta de me cracher sa haine, mais les mots ci éteignirent dans sa gorge, ne laissant échapper qu'un gargouillement misérable, un son brisé qui n'était plus d'un homme d'affaires, mais d'un animal piégé. J'ai soutenu son regard, un regard où la terreur de la prison et la perte de son empire luttaient contre une rage impuissante. Il cherchait un dernier moyen de m'atteindre, de me blesser, de nier la réalité, mais il n'y avait plus rien. Il avait perdu sa seule arme, l'apparence de la crédibilité. Alors qu'il était poussé vers l'ascenseur privé, la même cage dorée qu'il avait portée vers le sommet de son triomphe imaginaire il y a moins d'1 heure. Il hurla une dernière fois, un cri aigu qui transperça le silence retrouvé. « Tu vas le payer, Élise! Tu vas le regretter !» Le bruit des portes de l'ascenseur se refermant sur son désespoir fut le plus doux des sons. Était le bruit de la fermeture d'un chapitre, de la mise sous scellé d'une toxicité vieille de plusieurs décennies. La mère resta debout, immobile, les mains jointes sur la table. Elle n'avait pas regardé la sortie de son fils. Son visage n'exprimait plus la trahison, mais un chagrin d'une profondeur abyssale. Le genre de douleur qui ne se résout pas par des excuses, mais qui redéfinit toute une existence. Elle portait le poids d'avoir préféré le mensonge confortable de la réussite de son fils à la vérité complexe et exigeante de sa fille. Elle avait aveuglément favorisé l'agressivité et l'ambition ostentatoire de David, confondant ses défauts avec le leadership, au détriment de ma prudence et de ma méticulosité. Je ne lui ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. La mère n'avait pas besoin de mes remontrances. Elle avait été confrontée à l'échec le plus cuisant d'une matriarche, avoir élevé un prédateur. Notre relation était maintenant un désert balayé par les cendres du scandale. Maître Dubois, pragmatique et soucieux de la loi, fut le premier à rompre l'immobilité. Il remit ses lunettes sur le nez, ses mains cessant de trembler, pour retrouver leur efficacité professionnelle. Il s'adressa à moi avec une nouvelle déférence, un respect teinté d'une peur saine face à ma capacité d'anticipation. Madame Élise, la situation est critique. Nous devons immédiatement émettre un communiqué de presse pour annoncer l'interruption de la transmission de pouvoir et la mise en congé forcée de Monsieur David. Il jeta un coup d'œil, œil anxieux aux documents de succession éparpillés. Et Aiglon Finance ne peut rester sans direction exécutive. Le silence du conseil était brisé par les chuchotements et les raclements de chaises.
Ces hommes et femmes, qui avaient si facilement acquiescé au récit de David, se sentaient maintenant exposés et ridicules. Ils avaient voté par facilité, par adhésion aux stéréotypes de la femme, trop sensible, et de l'homme, fort. Une conseillère, Madame Chevalier, la plus ardente supportrice de David, s'avança, le visage livide. « Élise, nous sommes terriblement désolés de ne pas vous avoir écouté plus tôt. Nous avons cru au dossier, aux preuves qu'il avait fournies. » J'ai levé la main pour l'interrompre. Je n'avais pas besoin de leurs excuses tièdes. Qui cherchaient moins à me réhabiliter à se dédouaner eux-mêmes. « Vous avez cru ce que vous vouliez croire, Madame Chevalier ?» ai-je répondu, ma voix ferme et sans aucune mélodie d'amertume, juste un constat factuel. La négligence est une forme de complicité. Vous avez préféré la narration simple du « mauvais management féminin » à l'idée complexe d'une fraude orchestrée par celui que vous teniez pour l'héritier légitime. Le reproche était tranchant, mais nécessaire. Était la dernière once de faiblesse que je m'autorisais à exprimer avant de reprendre le contrôle absolu. Maître Dubois, comprenant que je n'allais pas perdre de temps en règlement de compte émotionnel, reprit le fil des urgences. Par conséquent, Madame Élise, en tant que détentrice des parts familiales en accord avec la matriarche, la mère intervint, sa voix étonnamment claire malgré son épuisement. Elle confirma, sans regarder ni Dubois ni moi, Élise est la seule personne capable de stabiliser la situation. Elle assumera immédiatement les pleins pouvoirs exécutifs. Était la première reconnaissance claire de ma compétence qu'elle m'avait jamais donnée. Elle était sortie de sa bouche, non par amour, mais par nécessité stratégique. Cela était suffisant. Je me suis approché de la table, la lumière du projecteur, toujours allumée, me suivant comme un halo. L'image de David, figée sur écran, témoignait encore de sa chute. J'ai pris le stylo d'or massif, l'objet de famille que David avait lâché, et qui symbolisait si parfaitement la passation de pouvoir. Le métal était froid dans ma paume. Maître Dubois, dis-je, signant d'un trait net et assuré les documents restants qui nommaient l'administrateur provisoire, qui était ironiquement David avant son retrait, et qui devait maintenant être rédigé en urgence pour me nommer. Veuillez préparer les documents nécessaires pour la nomination immédiate d'une nouvelle direction. Moi-même. Je sentis le sol se solidifier sous mes pieds. Ce jour-là, tout a changé. Non seulement la direction d'Aiglon Finance, mais ma place dans le monde. La tension nerveuse qui m'avait habité depuis 3 ans, cette boule glacée logée dans mon estomac, se dénoua. Était comme si j'avais retenu ma respiration depuis l'enfance, et que je venais enfin d'expirer dans un long soupir de soulagement. J'ai retrouvé ma valeur et ma voix, prouvant à tous que derrière les apparences de la fragilité, se cachait une force capable de renverser l'imposteur. La vengeance était glaciale, mais la justice, elle, était cathartique. Le silence ne revenait plus. Il était remplacé par le bruit structuré et précipité des professionnels qui s'organisaient autour de l'urgence. Les avocats d'affaires furent appelés, les téléphones sonnaient, et le dîner de Thanksgiving, avec ses mets riches et odorants, la dinde rôtie, le parfum des épices et des vins fins se transformait en scène de crime corporatif. L'odeur du luxe, maintenant, sentait la trahison. Je suis resté un moment, observant le chaos contrôlé que j'avais déclenché. Je était plus Élise, la sœur effacée, la fille incompétente. Gita était la nouvelle matriarche, celle qui avait nettoyé la maison, non pas avec des chiffons, mais avec une vérité tranchante. Ce qui me frappa le plus, ce fut la légèreté de mon propre corps. Le poids du rôle de bouc émissaire, la nécessité de me justifier, de me battre contre une réputation falsifiée, tout cela était envolé. J'avais gardé cette preuve secrète pendant si longtemps, non par passivité, mais par stratégie. J'avais attendu qu'il soit le plus haut pour le faire tomber le plus bas, assurant ainsi que sa chute soit définitive et publique, sans possibilité de retour. S'il avait été démasqué discrètement, il aurait pu négocier sa sortie. Devant le conseil, devant la mère, avec la preuve irréfutable de son aveu de fraude et de calomnie, il était fini. J'ai fait signe à Maître Dubois de venir me rejoindre. Mon travail ne faisait que commencer. La stabilisation des marchés, le traitement du choc psychologique au sein des équipes, la gestion de l'image publique, ce serait une tâche herculéenne. Mais j'y étais prête. Je savais que j'avais la compétence que David ne faisait que simuler. David excellait dans la performance. J'excellais dans l'exécution. Maître Dubois, faites éteindre ce projecteur, ai-je demandé, désignant écran où l'image granuleuse de David continuait de sourire avec sa suffisance éméchée. Et assurez-vous que toutes les copies de cette vidéo soient sécurisées et prêtes pour la justice pénale. C'est la seule chose qui compte maintenant. J'ai regardé une dernière fois la mère. Elle était assise, le regard perdu dans le vide, sa main froissant la nappe de lin immaculée. Elle avait perdu son fils préféré, et elle avait découvert qu'elle n'avait jamais vraiment connu la réalité de sa propre famille. Elle avait choisi l'aveuglement pour préserver une illusion de grandeur. Maintenant, la réalité l'avait rattrapée. J'ai tourné le dos à la table du dîner brisé. Tandis que je éloigné de la salle, vers le bureau où j'allais passer ma première nuit en tant que CEO, j'ai senti l'air frais de la nuit new-yorkaise filtré par les grandes fenêtres. Cet air était pas le même. Il était chargé de promesses, et non plus de menaces. Était enfin chez moi, dans l'entreprise que j'allais sauver, forte d'une vérité que j'avais patiemment mise en scène.
La vengeance haine était pas la fin, mais le prélude à mon règne.